Bonjour Nicolas Pagnol. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on vous avait reçu déjà l'année dernière pour parler de l'œuvre de votre grand-père, donc Marcel Pagnol, de ce qu'il en restait, de ce qu'il en reste toujours évidemment. Et puisque, comme le savent peut-être nos auditeurs, vous êtes le gestionnaire, vous êtes le petit-fils de Marcel Pagnol et puis aussi le gestionnaire de son œuvre. Et aujourd'hui, enfin cette année, nous fêtons les 130 ans de sa naissance. Et puis d'une certaine manière, c'est presque une renaissance de son œuvre, puisque vous avez donc en octobre et en novembre de cette année, il y a une actualité assez phénoménale autour de Marcel Pagnol, avec des tas de sorties. Alors l'intégrale des souvenirs d'enfance qui sortent en BD, en bande dessinée. Après le 15 octobre dernier, il y a eu le film d'animation Marcel et Monsieur Pagnol qui est sorti donc au cinéma, réalisé par Sylvain Chomet. Le 12 novembre prochain, c'est un livre qui va paraître, Les Sermons de Marcel Pagnol. Ensuite, La prière aux étoiles qui va être jouée au théâtre avec Vincent Fernandel notamment en interprétation. Donc ce sera Non. du... Non, pardon. Ah non, je vous Corrigez-moi. reprends. Mais c'est vrai que l'actualité est tellement riche. La prière aux étoiles sera créée Oui, effectivement au théâtre Montansier par Ulysse Robin et sa compagne, très bien. le 5 décembre, je crois. Non, oui, c'est 5 ça, le 5 novembre. décembre, Ah, 5 novembre, voilà, nous oui. sommes en octobre. Et Vincent Fernandel, eh bien, nous créons, Variations Ah d'amour, oui, les 13, 14 et 15 novembre, ah, à l'espace Bernanos, c'est ça, oui. et les sermons de Marcel Pagnol dans Ah, toutes les églises de France, très bientôt. oui, très bien, c'est ça, exactement. Merci de me reprendre. De toute façon, on y reviendra un peu plus pour les auditeurs, parce que là, mis tout ça en liste, ça doit être un peu dur à suivre. Et puis aussi sur Netflix, pour les auditeurs qui peut-être auraient Netflix, et ben, on a pu voir apparaître quelques films de Marcel Pagnol, donc la trilogie, Marius, Fanny César, La femme du boulanger aussi. Donc ça fait plaisir de voir ce genre de film sur cette plateforme. Donc la liste est longue. Et puis, est-ce que c'était assez symbolique, je suppose, de sortir tout ça cette année? Est-ce que c'était voulu pour les 130 ans de votre grand-père? Ah oui, c'était voulu. Enfin, beaucoup de projets aussi sont arrivés, de l'extérieur, comme la prière aux étoiles. Mais, effectivement, la famille, voulait marquer le coup avec de beaux projets qui rendent grâce à l'œuvre de Marcel, qui est protéiforme, aussi bien au théâtre qu'en littérature ou pour le cinéma. Mmh. Et je suis très heureux de tout ce programme qui est, je ne vais pas dire inespéré, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui aime Marcel, qui aime son œuvre, mais en tout cas tout le monde a joué le jeu. Il y a une belle envie de lui rendre, un bel hommage pour les 130 ans de sa naissance, ouais. Mmh. Et justement, là, le dernier gros événement, c'était la sortie donc du film d'animation Marcel et Monsieur Pagnol. J'invite tous les auditeurs à aller le voir s'ils n'en ont pas encore eu l'occasion. Je suppose qu'il continue de sortir, de passer dans certaines salles de cinéma. Et quel était votre objectif donc avec ce film d'animation, qui est quand même un gros projet? Ah oui, c'est un gros projet qui a commencé il y a 9 ans maintenant. À la base, ça devait être un documentaire. Et les choses, enfin le déroulement a fait que c'est devenu un grand film d'animation, à la gloire de mon grand-père. Mon souhait, c'était de faire connaître sa vie. Marcel a toujours été assez pudique en définitive, sur sa vie. Il a toujours donné le beau rôle à ses amis, et lorsque l'on lit, ses autobiographies comme Confidences ou Cinématurgie de Paris, on a l'impression que tout ça lui est arrivé, un peu par hasard, qu'il avait une bonne étoile et que voilà. Alors que pas du tout, c'était un travailleur acharné, un visionnaire, quelqu'un avec une volonté de faire et aussi beaucoup de rêves, et c'est cela que j'avais envie d'apporter, au public, de rencontrer cette vie flamboyante d'un self-made man, et d'une époque aussi, d'une époque qui semblait être beaucoup plus libre que celle d'aujourd'hui, Mmh. avec plus de possibilités pour l'entrepreneur, pour l'individu, plus de, oui, plus de liberté. Mmh. C'est sûr, comme c'était, il a beaucoup œuvré notamment donc pour le cinéma parlant en France, donc c'est sûr que ça paraît, plus incroyable. C'est incroyable de se dire que qu'on a un des précurseurs, du cinéma parlant en France, qui vient du sud en plus de la France. Tout ne se passait pas à Paris. Il est monté à Paris certes, mais en tout cas il n'était pas parisien au départ.
Oh, qui est parisien au départ? De moins en moins, C'est vrai. mais même à l'époque. Heu, mais oui, c'est une aventure incroyable que ce petit Marseillais, professeur, même pas professeur, répétiteur d'anglais qui monte à Paris pour passer son agrégation d'anglais, qui ne la passera jamais d'ailleurs, pour cause de théâtre et qui va conquérir Paris en l'espace de 5 ou 6 ans et le monde en même pas 8 ans, grâce au cinéma. Effectivement, il est l'un des premiers en France, en tout cas, à comprendre que le cinéma parlant est une révolution, artistique et surtout, une révolution dans la manière d'écrire une œuvre dramatique et qu'il va falloir, inventer une nouvelle façon d'écrire pour le cinéma parlant. Et lui, venant du théâtre, eh bien, il a l'habitude des comédiens, il a l'habitude de faire avancer, sa dramaturgie par le texte, par le dialogue et il va s'y coller, il va inventer, hein, je crois, très franchement, la façon moderne, d'écrire pour le cinéma parlant. Mmh. Et vous le disiez, tout à l'heure, donc on en apprend plus là sur la vie de Marcel Pagnol qui en effet, c'est vrai, au travers de ses œuvres ne s'est pas tant dévoilé que ça. Alors il y a La gloire de mon père, Le château de ma mère qui reprend son enfance, puis comme vous le disiez, Les confessions, mais là donc à travers ce film d'animation, on entre beaucoup plus dans ce qu'il animait lui pour construire son œuvre? Oui, on entre dans ce qui l'animait, et on entre aussi dans la réalité du personnage. Beaucoup de gens confondent les personnages créés par Marcel avec Marcel. Non, Marcel Pagnol n'était pas un vieux monsieur habillé de velours et qui habitait un vieux mât provençal au pied du Garlaban. Il était académicien, il a été président de la SACD, il a passé la plus grande partie de sa vie entre Paris et Monaco, Saint-Tropez, la Normandie, Marseille aussi, bien sûr, qui était sa terre de cœur. Puis on apprend aussi, comme vous le disiez, ses motivations. Sa motivation, c'est l'amour. L'amour pour sa mère, l'amour pour son père, Paul, tous les 2 partis beaucoup trop tôt, l'amour pour, bon, Lily des Bellons, on n'en parle pas dans le film, mais c'est une projection, l'amour de sa femme, de ses enfants. C'est l'amour qui a guidé Marcel toute sa vie, l'amour de son art, de ses amis. Quand on pense à la relation entre Pagnol et Rému, il n'est question que d'amour et comme dans tous les amours, d'engueulades homériques et de réconciliation. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu créer ce spectacle, Marcel Pagnol, Va Variations d'amour, avec mon ami Vincent Fernandel. En plus, il y a une filiation, je trouve ça très joli. Tout comme pour Marcel et Monsieur Pagnol avec Acharguine Poiré, qui est le petit-fils d'Alain Poiré, Mmh. le producteur, grand ami de Marcel. Oui, donc Marcel Pagnol, Variations d'amour, voilà, c'était pour essayer de donner une autre image de son œuvre, une autre image du personnage, de rentrer vraiment dans l'intimité, de qui il était, que ce soit au travers de correspondances, avec son père, avec ma grand-mère ou alors d'extraits de ses œuvres qui sont peut-être moins connus parce que moins drôles, comme La prière aux étoiles, mais même dans Marius, on a de très, très belles choses. En fait, voilà, que ce De soit avec ce film ou avec les autres projets mmh. que je peux mener ou accompagner, mon rôle est bien sûr, de faire la promotion, de transmettre l'œuvre de mon grand-père, aux jeunes générations, mais aussi de développer la connaissance, que ceux qui peut-être le connaissent déjà en ont. Que ce soit de l'homme, de sa vie, de sa biographie ou de l'œuvre. Mmh. J'ai une grande tendresse pour son œuvre et une grande admiration pour sa vie. Oui. Bon, on reviendra sur, Variations d'amour dont vous avez parlé là, dans un instant. Mais d'abord, je voudrais, continuer un petit peu sur le film. Vous avez donc, je suppose le film est réalisé par Sylvain Chomet, mais vous avez évidemment, je pense bien, participé, activement à la création de ce film d'animation. Vous avez Est-ce que vous avez participé donc au choix, par exemple, des voix? Parce qu'il y a des voix assez marquantes, enfin assez connues. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Vincent Fernandel, comme vous le disiez, prête aussi sa voix. Et puis Laurent Lafitte et vous-même, à un moment donné, vous prêtez aussi votre voix. Qu'est-ce qui vous a porté sur ces choix? Pour n'en citer que deux, trois. En 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 définitive, j'ai validé les voix de ma famille, que ce soit celle de Marcel, de Joseph, d'Augustine, ou du petit Paul. Pour les autres voix, Sylvain Chomet était totalement libre.
Lorsque Sylvain m'a proposé Laurent Lafitte, pour interpréter le rôle de Marcel, j'ai tout de suite dit oui. Alors on pourra me dire: «Oui, mais Laurent Lafitte n'est pas marseillais». Bon, c'est pas tant le problème qu'il soit marseillais ou pas. C'est c'est un formidable comédien, Laurent Lafitte. C'est Sylvain Chomet qui dit: «C'est une Ferrari». Il faut bien se rendre compte que le doublage de mon grand-père, Laurent l'a fait, je crois, en 3 jours. Vous vous rendez compte? Il y a Ah il y a oui. pas beaucoup de prises. Et il fallait, d'après les mots de Sylvain, que Laurent Lafitte disparaisse derrière Marcel Pagnol. Et effectivement, lorsqu'on regarde le film, on ne voit pas Laurent Lafitte. Il a fait une vraie création, une vraie composition, et il fallait un comédien vraiment très expérimenté et talentueux parce que, la voix vieillit au fur et à mesure que l'action se déroule. Parce qu'on prend Marcel Pagnol à 25 ans et on va le suivre jusqu'à 79 ans. Mmh. Et donc Laurent Lafitte a dû modifier sa voix. Il fallait vraiment un comédien, hors pair. Et puis Marcel n'avait pas beaucoup d'accent de toute façon et Laurent Lafitte est le seul comédien, dans tout le casting qui n'est pas du sud. Voilà. Mmh. Alors j'ai entendu dire par-ci par-là que les accents étaient pas terribles, mais en définitive non, pas du tout. Ils sont magnifiques parce que ce sont de vrais Marseillais, qui ont doublé tous les rôles. Je pense à mon ami Emmanuel Fell qui a doublé mon grand-père, mon arrière-grand-père pardon, Joseph, enfin voilà, ce sont tous Mmh. des comédiens marseillais. Mais pour répondre, voilà, précisément à votre question, moi, je Ouais. n'ai donné mon avis que sur les voix de ma famille. Mmh. Et Vincent Fernandel, j'ai tenu à le présenter à Sylvain Chomet parce que pour moi, il avait toute sa place dans ce film et je voulais absolument, qu'il participe à l'aventure, voilà, Oui, tout simplement. ça se Et pour comprend. ce qui est et voilà, et pour ce qui est de moi, eh bien, Sylvain m'a dit: «Est-ce que tu voudrais faire, la voix du journaliste qui annonce la mort de ton grand-père?» Je lui dis: «Tu dur quand même». Mais il s'est pas trompé parce que il fallait de l'émotion et j'en ai eu beaucoup, J'imagine. à interpréter ce texte. D'autant plus j'étais terrorisé parce que j'avais Laurent Lafitte qui était juste derrière moi et j'avais l'impression d'être jugé par Marlon Brando, alors que c'était la première fois que je faisais ça, quoi. Donc j'étais terrorisé. Mais ça s'est bien passé grâce à Sylvain et à Laurent. Mmh. Et puis bah, ça s'est très bien passé, évidemment, et puis surtout aussi les dessins, enfin du film sont extrêmement beaux. On sent qu'ils sont très travaillés. Enfin, ça a été, oui, c'est assez incroyable. Mais pour moi, à partir du moment où j'ai eu l'idée de faire un film sur la vie de mon grand-père avec mes amis Acharline Poiré et Valérie Puech, qui sont les producteurs, quand nous avons pris l'option de l'animation, il était évident pour moi que ça devait être Sylvain Chomet. Mmh. J'ai adoré Les Triplettes de Belleville, je voue un culte à ce film d'animation, j'ai adoré L'Illusionniste, j'adore son style qui se transpose à toutes les époques. On traverse 6 décennies dans Marcel et Monsieur Pagnol et il fallait un style qui puisse s'adapter, aussi bien aux années 20 qu'aux années 60 et puis je trouve qu'en plus Sylvain dans son écriture, parce que c'est lui qui a écrit le scénario Mmh. en se basant sur Confidence, je trouve que Sylvain est un grand poète et mon but n'était pas de faire, une biographie très détaillée, très non, mon but c'était de provoquer un choc, une rencontre entre 2 grands artistes et entre Sylvain et Marcel et ça a donné ce petit bijou d'émotion. C'est une pépite pour moi ce film, c'est beaucoup de gens sortent de là, avec la gorge nouée. Mmh. Il y a énormément d'émotions, surtout sur la dernière partie, et je reçois énormément de remerciements, en définitive, de gens qui ont vu ce film, de remerciements. De remerciements, Parce que ça les ramène à leur famille, ça les ramène à leur enfance, ça les ramène à eux, enfants. Parce que mmh. le pitch de ce film, c'est un Marcel Pagnol vieillissant, en Oui. panne d'inspiration, qui reçoit une commande de Hélène Lazareff, du magazine Elle, une commande, il doit écrire ses souvenirs d'enfance et il est en panne d'inspiration. Et son double enfantin, l'enfant qu'il a été, tombe de l'étagère comme un petit fantôme et lui dit: «Fais attention, n'écris pas n'importe quoi parce que partout où tu as été, j'ai été avec toi». Et en fait, quand Sylvain m'a dit: «OK pour faire un biopic», il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu veux raconter? Parce que la vie de ton grand-père est tellement riche, tellement foisonnante,
par Mmh. où veux-tu qu'on attaque ça? Et je lui dis: «Je sais pas, je suis pas scénariste, mais 2 phrases me sont venues à l'esprit. La première de Saint-Ex: "On n'est pas d'un pays, on est de son enfance", et la deuxième des Évangiles: "Qu'as-tu fait de ton talent?"» Et je lui dis: «Voilà, débrouille-toi avec ça». Et il a écrit son scénario à partir de ces 2 phrases. Pour moi, il était important de garder l'enfance dans ce film, parce que pour beaucoup, Marcel, c'est les souvenirs d'enfance. Mmh. Alors que ce ne sont que 4 livres dans une œuvre qui compte plus de 35 volumes, Oui. mais il fallait garder l'enfance sans pour autant en faire un film pour enfants. Et Mmh. donc ce dialogue entre ce vieux monsieur et son double enfantin, bah, ça nous permettait de revisiter un petit peu l'enfant que nous avons été, et savoir si nous avons été fidèles à cet enfant et à quel point elle continue à nous guider aujourd'hui alors que nous sommes adultes. Mmh. Mais je pense que ce film a plu évidemment puisque, il y a quand même, j'ai l'impression que, il y a pas mal d'entrées, enfin que le film fonctionne plutôt bien, mais pourtant il y a certains médias plutôt à gauche, il faut le dire, comme Libération par exemple, qui ont beaucoup critiqué le film. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous Nicolas Pagnol et puis les auditeurs aussi, par exemple de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby avec Jean Dujardin. Il y avait eu toute une mise en scène Oui. comme ça d'une France, la France dont les étrangers rêvent, la France qu'on aime pourtant regarder et s'imaginer et qu'on aimerait parfois voir un peu plus revenir. Et ils avaient parlé à ce moment-là donc d'une France rance. Et ils ont fait le même commentaire à peu près vis-à-vis de Marcel et Monsieur Pagnol. Pourquoi est-ce que ce genre d'œuvre ne leur plaît pas? Oh, premièrement, j'ai envie de vous dire, plus personne ne lit Libération. Puis il y a une petite blague dans le milieu qui dit: «Une mauvaise critique dans Libération, c'est 50 000 spectateurs de plus». Heu, mais non, oui, une France rance, un manque de diversité, effectivement, et on n'y parle pas de LGBTQ, on y pourquoi? Parce que c'est pas le but, c'est pas le sujet, c'est une France qui a existé, c'est une France, qui a rayonné, c'était une France qui, même s'il y avait des frictions politiques, beh, c'était une France unie, solidaire, sans doute beaucoup plus homogène qu'aujourd'hui. Mm. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était idéale, hein, mais oui, c'est cette France, je pense, peut-être, renvoie, à ces gens-là, et renvoie à leur propre turpitude, et incohérence. Tout simplement. Donc c'est Mm. pour ça qu'ils peuvent pas aimer ce film. Ils peuvent pas aimer ce film, c'est pas possible. Ce qui est incompréhensible en même temps, parce que Pagnol est plutôt un grand rassembleur. Mm. Oui. Et je veux raconter une petite anecdote. J'étais dans une avant-première, on avait organisé une exposition dans une ville de province dont je tairai le nom, et je me suis aperçu que tous les gens qui étaient là, monsieur le préfet, Heu, madame le maire et tout, connaissaient absolument rien à Marcel Pagnol, et les 2 seules personnes qui sont venues me parler, et qui connaissaient leur petit Pagnol, par cœur, étaient voilées. Tout ça pour vous dire que Pagnol est un grand rassembleur. Il rassemble autour de valeurs humaines. Mm. Il nous rassemble dans notre humanité. Donc je comprends même pas pourquoi ces gens-là vont taper, sur ce film. J'y vois plutôt des iconoclastes qui veulent détruire, tout ce qui a pu, tout ce qui a pu donner une concorde à ce pays. C'est détruire pour détruire. Il me semble qu'ils défendent une sorte de révolution culturelle, heu, qu'on a commencé il y a une quinzaine d'années, et qui va mourir, de sa belle mort sous 2 ou 3 ans, quoi, qu'on appelle le wokisme. Mm. Oui, c'est un peu du même style que vous me permettrez la parenthèse, mais que les polémiques qu'il y a eu autour du film Sacré-Cœur, dont le maire de Marseille voulait interdire la diffusion au château de la Busine, qui justement était il y a quelques années encore sous votre gestion et qui vous a été retiré. Oui, mais de quoi parle-t-on? On parle de censure, on parle Mm. de bâillon. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable que la gauche, qui se veut le parangon de la liberté, et ne cesse de vouloir, censurer ce qui ne lui correspond ou ne lui convient pas. Moi, je suis on peut ne pas être d'accord, c'est pas là le problème, mais on a tout de même le droit d'exister. Heu
et on a le droit d'en discuter. Voilà, enfin, je dirais pas à invisibiliser, tel ou tel courant de pensée parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, à moins que ce courant de pensée ne représente un danger immédiat, pour la sécurité. Enfin, Mmh. voilà, il me semble pas que le Christ soit un danger immédiat pour la sécurité de la France et des Français. A priori, non. Je ne pense pas non plus. Bon, Voilà. on peut passer maintenant vous en parliez tout à l'heure à la pièce de théâtre, donc Variation d'amour, qui va être jouée à l'Espace Bernanos du 13 au 15 novembre, donc 13, 14, 15 novembre. Il y aura 3 représentations, avec donc la voix de Vincent Fernandel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette pièce? Oui, oui, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, avec Vincent, là, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite su qu'on voulait travailler ensemble. On s'est rencontrés juste avant le Covid. Puis bon, après le Covid est passé par là, voilà. Et on voulait monter sur scène. Je voulais le faire monter sur scène et j'aimais bien, cette idée de le faire lire. C'est un formidable conteur. Il a d'ailleurs, lu hem, Manon Dessources et Jean de Florette, là, en livre audio, et je l'avais trouvé magnifique. Et il me dit: «Mais oui, mais quel thème?» Et puis mais l'amour, évidemment, l'amour, il n'est question que d'amoureux dans les livres, dans les œuvres de mon grand-père et puis dans sa vie aussi. Il a été amoureux de plusieurs fois, de plusieurs femmes, mais il a aussi, comme je le disais, aimé ses amis. D'ailleurs, sur sa tombe est écrit, en latin: «Amico succærem dilexit». Il a aimé les sources, ses amis, sa femme. Hem et un jour, il y a un pianiste qui m'appelle parce qu'il venait de racheter le piano de mon grand-père, le piano à queue de mon grand-père, et il m'appelle et on se rencontre et ça se passe, et là, voilà, le spectacle s'est formé comme ça, et j'ai choisi les plus beaux textes, les textes en tout cas qui me paraissaient les plus touchants, et les lettres aussi, notamment entre Joseph et Marcel, et Mmh. Jacqueline, ma grand-mère, et Marcel, et qui nous parlent de l'amour, voilà. Alors, il y a de l'humour, on est souvent aussi très touché. Il y a de très, très belles compositions du pianiste, Franck Supp, qui viennent accompagner. C'est un écrin, voilà, j'ai voulu quelque chose de confidentiel, de touchant, qui ait une vraie relation avec le public, et Vincent est formidable, c'est un comédien né. Il veut pas l'accepter, mais il l'est, et j'arriverai un jour à le faire interpréter un rôle et non pas juste à interpréter des textes. Mmh. Hem Et c'est un spectacle que nous avons déjà joué, peut-être une vingtaine de fois, Mmh. et pareil, comme, Marcel et Monsieur Pagnol, qui touche les gens parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité de l'auteur. Oui. Voilà, et on a essayé de dresser un portrait amoureux, hein, de Marcel Pagnol, De toute que ce soit façon. vis-à-vis de sa famille, sa terre, ses amis, sa femme, Mmh. ses femmes. De toute façon, Marcel Pagnol, c'est quelque chose qui ressort beaucoup à travers de ses œuvres. Il y a un côté très touchant, on rit beaucoup, mais il y a toujours aussi une part de sérieux, d'émotion c'est ce qu'on retrouve notamment donc avec il me semble que c'est une réédition, Les Sermons de Marcel Pagnol, parce qu'ils avaient déjà été Ils ont été publiés. édités en 1967 Voilà, par, c'est ça. l'abbé, Norbert Calmels. Oui. Oui. Et donc là, ils sont réédités et ça va sortir le 12 novembre. Oui, c'est bien ça, le 12 novembre. Et justement, avec ces sermons, il y a une phrase qui est très bien que j'ai relevée au début donc de cette réédition, qui pardon, il est écrit: Pagnol possède l'art de faire rire les foules, le secret de les émouvoir. Il a analysé le cœur des hommes en descendant dans son propre cœur. Et c'est exactement ça ce qu'on retrouve dans la plupart des œuvres de Marcel Pagnol, c'est que on, il y a ces sermons, donc ces textes très beaux et qui touchent tout le monde et qui sont encore toujours finalement d'actualité. Oui, Marcel a écrit, «L'universel, on l'atteint de chez soi». En définitive, on est un petit peu tous les mêmes, on court tous après la même chose, on a tous les mêmes peines, tous les mêmes joies, tous les mêmes craintes. Tous les enfants aussi, ont les mêmes questionnements vis-à-vis du monde qui les entoure, de leurs parents, et c'est en descendant en soi que l'on comprend les autres. C'est en se pardonnant qu'on pardonne aux autres. Marcel était un très, très fin psychologue, très fin connaisseur de l'âme humaine, et il avait beaucoup de tendresse, pour l'humanité. Heu
il connaissait bien évidemment ses travers, hein, c'est pas le problème, mais je pense qu'il avait choisi d'être optimiste par c'était un choix, voilà, il était optimiste par choix. C'était Jean Dutour, je crois, qui avait écrit, Pagnol était un optimiste angoissé. Hem, il il était allant, il était volontaire, il croyait, au progrès, au bonheur, mais en même temps, il savait que tout cela n'allait pas être simple. Mmh. On n'accède pas au bonheur sans un minimum de connaissance de la douleur, quoi, hein, comme on dit: «Il fait beau lorsqu'il arrête de pleuvoir». Mais oui, Pagnol connaissait très bien l'âme humaine. Mmh. Alors pourquoi ces sermons? Pourquoi a-t-il écrit des sermons? Il y a premièrement les sermons qui sont issus de son œuvre, hein, Ouais. ceux de la femme du boulanger ou de Manon des Sources ou de celui qu'il a écrit pour, le curé de Cucugnan dans les Lettres de Montmoulin, adapté de Daudet. Puis il y a d'autres sermons aussi, écrits spécialement pour ce livre. Mmh. Dire que Marcel Pagnol était un catholique, non, je pourrais enfin, oui, on peut le dire, mais il n'allait absolument pas, à l'église, il a vécu dans le péché toute sa vie avec différentes femmes, voilà. Mais, son œuvre, je trouve moi, hein, est puissamment catholique, imprégnée de valeurs chrétiennes, la concorde, le pardon, l'acceptation, l'entraide. Hem, c'est une époque, faut bien voir, dans les années 20, 30, 40, 50, alors qu'il écrit, c'est une époque où l'entièreté de la France Mmh. repose encore sur une vision du monde, chrétienne, Oui. catholique. C'est culturel, c'est cultuel et culturel. Voilà, donc même les laïcs, sans le savoir, re avait une morale qui reposait, sur la foi. Est-ce que Pagnol, croyait en Dieu? Oui, je pense. Je pense qu'il croyait en Dieu. Heu, surtout à la fin de sa vie, Oui. il y a cette très belle rencontre, enfin à la fin de sa vie non, il devait avoir 60 ans, ça, cette très belle rencontre avec l'abbé, Norbert Calmels, qui est alors qu'il tourne les lettres de Montmoulin à l'abbaye de Frigolet, heu s'occupe de la liturgie, conseiller liturgique, ils deviennent très, très amis. Une très, Mmh. très belle correspondance d'ailleurs qui a été publiée, que j'ai publiée. Hem et j'aurais bien aimé être là pour écouter leur conversation à ce sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que J'imagine. ma grand-mère, m'a dit que mon grand-père avait demandé, la confession. Mmh. Heu, il lui avait dit: «Je me sens» après il lui avait dit: «Je me sens beaucoup plus propre, je me sens léger». Et Norbert l'a accompagné, jusqu'à son dernier souffle, Mmh. heu, voilà. Et Mais il y a son œuvre, encore une fois, est portée par l'amour. oui. Je c'est ce qu'il en ressort. Mmh. L'amour et le pardon, c'est ce qu'il en ressort de l'œuvre de Marcel Pagnol, oui. Oui, tout à fait. Bah, c'est ce qui ressort, oui, dans toutes ses œuvres, que ce soit dans ses pièces de théâtre, dans ses romans, dans ses films. Mais Puis n'oublions pas dites-moi. Judas, excusez-moi, Oui, n'oublions pas sa pièce Judas, oui. heu, sur le martyre du Christ. Ç Ça l'intéressait quand même. Mmh. C'est quelque chose qui l'intéressait. Et dans son œuvre, il y a toujours le curé et l'instituteur, mais il donne raison à aucun des 2. Il dit: «Il faut les 2. Il faut les 2. Il faut la concorde et le savoir, Mmh. l'espérance et la science». Et j'ai l'impression qu'il avait beaucoup de respect pour l'instituteur et beaucoup de tendresse pour le curé. Oui. Mais pourtant, malgré tout ça, Marcel Pagnol est assez souvent, présenté comme, enfin, par certains, pas par tous évidemment, mais présenté comme un homme de gauche. Il est vu comme ça par beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez, vis-à-vis de ces Moi, je ne considérations? dirais pas, je ne sais pas si Marcel Pagnol est de gauche ou de droite, je me contenterai de le citer. Il parle de la période où il faisait du cinéma et il a dit: «C'était une époque bénie où la nation n'appartenait pas encore à l'État et où le citoyen
seule source de richesse et de création, était libre, tant que sa liberté n'empiétait pas sur celle de son voisin. C'est très bien dit. Et beaucoup devraient prendre exemple sur cette phrase de Marcel Pagnol, je pense. Mais dans un instant, Alexis Poulain va nous rejoindre donc, et puis il nous présentera sa chronique et nous poursuivrons ensuite cet entretien. Avant qu'il nous rejoigne, pardon, on peut commencer déjà à parler. J'aurais voulu parler avec vous aussi de la prière aux étoiles, donc une autre pièce de théâtre qui va être jouée au théâtre, cette fois Montansier à Versailles, donc du 5 au 9 novembre cette fois. C'est l'un des rares textes de Marcel Pagnol qui n'a jamais vu le jour. De quoi est-ce que ça parle déjà? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quelle est cette prière aux étoiles? Oh, la prière aux étoiles, déjà il y a l'histoire du film. Alors le texte était connu, là, il est publié, il a été publié depuis très longtemps, mais c'est le film qui a été détruit par Marcel. Il l'a tourné lors de l'occupation allemande et les Allemands ont voulu le récupérer et Marcel a détruit le film. Voilà. Mmh. Et on a retrouvé quelques bobines cette année d'une vieille copie de travail. Voilà. Et l'histoire de ce film, bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est avec un monsieur très riche. Elle est issue d'un tout petit milieu. Et puis elle n'est pas heureuse. Elle se fait entretenir, mais elle n'est pas heureuse. Et tous les soirs, elle fait sa prière aux étoiles pour qu'enfin le grand amour vienne dans sa vie. Et elle va rencontrer par hasard un musicien qui lui est un peu dépité parce que ses producteurs lui ont fait écrire des petites bluettes pour midinette alors qu'il ne rêvait d'écrire un grand mouvement, un grand opéra. Et les deux vont tomber perdument amoureux l'un de l'autre. Elle va lui cacher son passé. Et ils vont partir dans le sud, vivre une idylle sur le port de Cassis pendant quelques mois, mais la réalité va les rattraper. Mmh. Voilà. Et alors, justement, comment est-ce que... C'est une très belle histoire en tout cas. J'espère avoir l'occasion de voir cette pièce de théâtre. Comment est-ce que vous avez redécouvert donc ces textes et voilà, inachevés de... En fait, on n'a pas redécouvert les textes, ils ont été publiés il y a dans les œuvres complètes, depuis les années 50. Les textes étaient connus, Mmh. bon, pas connus du grand public parce que c'est pas une œuvre majeure de Marcel. J'avais jamais eu de demande en définitive pour l'adapter. C'est Ulysse Robin, un jour qui m'a appelé en me disant: «Nicolas Pagnol, bonjour, voilà, j'aimerais adapter La prière aux étoiles». Tout cela était grâce, à la redécouverte, enfin la découverte de ces fameuses bobines, qui ont fait beaucoup de bruit et qui nous ont montré un cinéma radicalement différent. Mmh. Marcel Pagnol était follement amoureux de Josette D à cette époque-là et c'est une bourgeoise, Josette, très, très, très jolie, très bourgeoise, qui ressemble d'ailleurs au rôle principal de la fille du pardon, de La prière aux étoiles. Mmh. Et il va faire un cinéma très hollywoodien, tout ça. Et Ulysse Robin, on entend parler, il s'avère qu'il avait eu une commande pour jouer 2-3 scènes pour des amis, et il a sauté sur l'occasion et il m'a appelé en me demandant: «Est-ce que je peux adapter la prière?» J'ai dit: «Oui». Il a fait une très, très belle adaptation. C'était pas évident parce que il s'agit tout de même d'une trilogie de 3 films, Il Ouais. faut réduire ça heu, vraiment à la trame dramatique, et j'ai hâte de le voir. Moi aussi. Voilà, je serai à la première à Versailles. Ah bon, ouais. Et si les auditeurs veulent vous retrouver là-bas, voilà, je les invite évidemment à aller voir cette pièce de théâtre. Nicolas Pagnol, restez avec nous. On vous reprend dans un instant, mais tout de suite, la chronique d'Alexis Poulain. Ligne droite, Nous avons de la visite. le face-à-face. Je vous reprends donc Alexis Poulain et Nicolas Pagnol. Nicolas Pagnol, vous avez entendu cette chronique d'Alexis Poulain. Alexis Poulain, je suppose que vous devez connaître quand même un petit peu l'œuvre de Marcel Pagnol. Bah, tout le monde, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. J'espère qu'encore aujourd'hui, tous les Français connaissent et qu'on apprend à l'école ou en famille, évidemment, l'œuvre de Marcel Pagnol, parce que ce serait dommage qu'on arrive à l'oublier. Donc, c'est quand même plaisant de voir que
même des citations parfois étonnantes de la part de rappeurs marseillais ou autres qui sont amoureux aussi de Marcel Pagnol. Donc c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est une œuvre qui a traversé les générations et qui aujourd'hui continue de faire écho à ce que nous vivons en France et puis à ce qu'est l'humain dans toute sa splendeur, dans les relations familiales, la construction de l'enfance et puis comment on devient un adulte. Finalement, c'est une histoire universelle que raconte Marcel Pagnol et c'est une histoire qui traverse le temps. C'est vrai, justement, vous le disiez, à la fin du film, le générique de fin du film Marcel et Monsieur Pagnol, justement, il y a une chanson d'un rappeur marseillais, SCH, si je ne me trompe pas. Pourquoi ce choix, Nicolas Pagnol, qui pourrait étonner certains? Non, c'est pas pour étonner certains, mais c'est là que j'avais entendu Julien, SCH, déclarer son amour pour l'œuvre de mon grand-père sur une radio concurrente, je ne sais plus laquelle. Moi, mon rôle tout de même, c'est de créer des passerelles entre les générations, entre la culture urbaine et la culture classique. Et je me suis dit, c'est formidable. Alors j'ai été écouter ce qu'il faisait. Je me suis dit, effectivement, bon, bah, c'est très contemporain. Moi, ça me parle pas. C'est pas de ma génération. C'est pas ma culture. Voilà. Mais si je peux tendre la main, si je peux créer une passerelle vers cette génération, vers cette culture-là, eh bien, c'est mon rôle. Donc, avec le producteur Acharguine Poiré et Sylvain Chaumet, ben, nous lui avons proposé et il a dit oui tout de suite. Et d'ailleurs, je trouve que le morceau qu'il a écrit est très beau, très très beau. Mmh. Oui, avec de belles paroles, c'est vrai. Et puis, c'est sûr que ça permet, comme vous dites, de faire un véritable lien avec des gens peut-être des jeunes en tout cas, qui pourraient se trouver un petit peu éloignés de Marcel Pagnol, malgré le fait que, comme vous le disiez, Alexis Poulain, qu'il touche tout le monde et tous ces textes sont encore toujours d'actualité. Absolument, oui. Mais je pense que c'est important justement de montrer ce passage et puis cette inspiration qui reste à tous les artistes. Et il n'y a pas de cloison à mettre en réalité. Et c'est bien que des petits gamins qui n'ont jamais vu la garrigue en entendent parler d'abord dans les livres de Marcel Pagnol. Ça va peut-être aussi les ouvrir sur la beauté aussi des paysages de France et ce qu'il y a au-delà. Donc tant mieux. C'est tant mieux de voir que la culture comme ça passe de génération en génération et sur toutes les cultures en réalité. Mmh. Et vous nous parliez, Alexis Poulain, il y a un instant, donc dans votre chronique, finalement du véritable sketch qu'est la politique française et qui est la politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Est-ce que vous pensez, Nicolas Pagnol, que Marcel Pagnol, s'il vivait à notre époque, aimerait peut-être écrire une pièce de théâtre, peut-être un peu comique, un peu satirique sur la politique actuelle? Mais je crois qu'il l'a déjà écrite, elle s'appelle Topaz. Elle s'appelle Topaz, c'est l'une de ses premières pièces, c'est son premier grand succès, où il nous parle de politique véreux, corrompu. Il y a un mot que j'aime beaucoup, moi, c'est la prévarication. Je pense notamment à l'éolien. Quand je pense prévarication, je pense éolien, subvention. C'est pas d'hier, vous savez, c'est César qui l'a dit, à grand pouvoir, grande corruption. Voilà, mais il y a une comédie, enfin, je suis même plus sûr qu'il faille écrire une comédie, là. C'est plutôt un drame, quoi. Oui. Ou une tragicomédie, quoi, on va dire. Mais je suis pas certain qu'elle se finisse bien. C'est ça qui est malheureux. Oui, disons qu'il y a beaucoup de matière en ce moment. Il y a beaucoup de matière. Je crois que le scandale du canal de Panama, c'est rien à côté de ce qui se passe en ce moment, quoi. C'est clair. C'est extraordinaire. Alexis Poulain, je vous en prie, si vous voulez. Oui, encore une fois, je pense qu'il y a chez l'humain des répétitions, peu importe les époques, on va retrouver à peu près les mêmes, mais même si on remonte à Molière et au bourgeois gentilhomme, on retrouve les mêmes aujourd'hui, on va retrouver les affaires de corruption même avant le canal de Panama, et c'est simplement la comédie humaine, elle change pas beaucoup. Balzac aussi a fait des romans formidables sur cette histoire humaine alors le décor change, les technologies évoluent, mais la matière première de la dramaturgie, l'humain, évolue peu en réalité à travers les époques. Oui, c'est évident. Et c'est ce qu'on voit aussi par exemple, tout à l'heure avec Nicolas Pagnol, nous parlions
d'un livre qui va être republié là, très prochainement, le 12 novembre, Les Sermons de Marcel Pagnol, et à travers lequel donc, il y a tout un recueil de différents textes écrits soit spécialement pour cette œuvre ou tirés aussi de différentes œuvres de Marcel Pagnol, des sermons qui sont, comme nous venons de le dire, toujours d'actualité, qui parlent encore aux gens. Est-ce que vous pensez que en dehors de Marcel Pagnol et de Balzac, peut-être comme vous le disiez, qui décrit très bien la société, il y a encore des auteurs aujourd'hui, des cinéastes qui réussissent à rassembler comme ça et à parler un petit peu à toutes les époques? Pardon, la question s'adresse à vous, Alexis Poulain. Oui, alors moi, je pense, oui, qu'il y a encore un peu de ça. Alors, c'est vrai que on a l'impression qu'il y a une telle profusion maintenant d'œuvres qu'on a du mal à trouver une œuvre majeure, hein, que ce soit dans la littérature, le cinéma et ailleurs. On a l'impression que maintenant il y a une surproduction d'une certaine façon, avec évidemment une difficulté de trouver de temps en temps quelque chose qui va sortir du lot. Mais il y a cette inventivité-là, et je pense qu'elle est plus du côté européen que Hollywood, qui est en train de s'assécher, qui fait des remakes de remakes, des séries sur des super-héros. Enfin, on a l'impression que c'est une machine maintenant qui s'est un peu enrayée, alors que de notre côté, je pense qu'on a beaucoup plus de créativité et on a encore beaucoup de choses à dire sur un cinéma français ou même des auteurs, hein, qui vont être sans doute majeurs. Je pense à Alain Damasio, par exemple, sur d'autres choses comme ça, mais qui aujourd'hui vont mettre les jalons d'œuvres majeures futures, oui. Mmh. Et Nicolas Pagnol, vous qui êtes directement donc dans ce milieu du cinéma finalement, est-ce que la place est, vous l'avez peut-être observé avec Marcel et Monsieur Pagnol, est-ce que la place est dure à prendre? Est-ce que c'est dur de se faire une place avec ce genre de film qui, comme vous le disiez tout à l'heure, ne remplissent pas tous les critères de LGBT, du wokisme, de multiculturalisme, etc.? Non, je pense pas. En tout cas, on a la chance d'être quand même avec Marcel Pagnol, qui fait tout de même un large consensus, hormis chez vraiment des ultras. Ce qui n'empêche qu'on a mis 9 ans à monter le film, mais pas tant pour ces raisons que parce que le film est un ovni. C'est la première fois qu'on fait un biopic d'animation sur un cinéaste français avec une vocation internationale pour le film. C'est là-dessus qu'on a eu des problèmes. Il a fallu convaincre que c'était faisable, que c'était envisageable. À partir du moment ensuite où il y a voilà, où ça a été financé, non, il y a pas eu de problème. Mais je pense qu'il y a tout de même, comment dire, il y a des sujets plus porteurs pour pouvoir être financés. Mmh. Oui, c'est évident mais en même temps des sujets plus porteurs, mais mine de rien, quand on voit le nombre d'entrées extrêmement faibles que font les films français qui se veulent justement extrêmement inclusifs. Par exemple, j'ai un titre comme ça qui me vient, mais la reprise qui avait été faite des Trois Mousquetaires, je crois que c'était Toute pour une, qui était sortie l'année dernière. Pourtant, quand on voit le nombre d'entrées un film comme celui-là, qui se voulait absolument moderne et très LGBT pour le coup, c'est assez catastrophique. Oui, mais pourquoi? Parce que, au lieu d'essayer de travestir des personnages, une histoire existant déjà et très, très connue des Français, très aimée des Français, eh bien, créez vos propres personnages, Mmh. heu vos propres héros. N'essayez pas de détruire, je parlais tout à l'heure d'iconoclaste, mais c'est exactement ça. N'essayez pas de détruire ce qui est préexistant en le transformant à votre sauce et puis en fait en l'affaiblissant, ça n'a plus rien de logique, ça tient pas la route. Créez Mm. quelque chose à votre image, une grande fresque, c'est facile d'utiliser les œuvres des autres, hein. Mais le cinéma ne fait plus rêver parce que on nous propose pas d'histoire plus grande que nature. On nous propose toujours un cinéma très réaliste, c'est les histoires de voisins de palier, les histoires de coucherie. Je dis: «Oui, bon, bah, c'est très bien, on l'a déjà vu 10 000 fois, étonnez-moi» et puis, Alexis, tout à l'heure, parlait du nombre de films, hein, qui sort chaque année, Mmh. c'est-à-dire plus de 300 films. Ouais. Peut-être vaudrait-il mieux faire moins de films et mieux financer ceux que l'on fait, pour avoir des films qui puissent s'exporter, qui soient bien écrits, qu'on prenne notre temps, voilà,
Je crois que sur les 300 films, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont rentables, Mm. et même pas la moitié qui sort au cinéma. Mm. C'est problématique. Mm. Oui, Alexis Poulain. Bah oui, oui, moi je vois ça. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de dire bon, bah, on va aller au cinéma. Alors il y a des abonnements pour aller voir un peu tout et n'importe quoi, mais j'ai pas l'attente que j'ai pu avoir par le passé de certains films. On dit, ah, celui-là, je veux absolument aller le Mm. voir. Et je pense qu'il y a une surproduction. Oui, il y a un écosystème qui s'est créé avec le CNC et autres qui travaillent un peu en vase clos, qui ne cherchent pas non plus à toucher le public. Mais c'est vrai que si on regarde, alors il y avait une pour toutes qui a été un fiasco, mais en revanche, l'adaptation du Comte de Monte-Cristo a été un énorme succès parce que là, on prend Évidemment. un classique et on en fait un film de qualité. Mm. Donc, c'est possible de faire ces choses-là. Il faut simplement respecter justement le patrimoine en étant créatif. On peut faire avec les nouveaux moyens qu'on a dans la création et c'est ça qui compte. Je pense qu'il faut respecter le public plutôt que de faire des films qui sont réservés à personne finalement et qui travaillent là parce qu'il faut satisfaire une idéologie ou quelque chose. Je pense que le respect du public, c'est aussi ce qui a été au cœur de l'œuvre de Marcel Pagnol. En fait, il écrivait pour témoigner pour tout le monde. Il voulait toucher le plus grand nombre de personnes possible et pas une niche. Et je pense que cette stratégie de niche culturelle, elle est vouée à l'échec et on le voit particulièrement dans le spectacle vivant, au-delà même du cinéma. On terminera sur ces mots. Merci beaucoup Alexis Poulain et Nicolas Pagnol. Et si vous voulez, donc, chers auditeurs, aller voir un bon film, donc un film de qualité au cinéma, cherchez près de chez vous si le film Marcel et Monsieur Pagnol passe encore, mais je n'en doute pas. Et puis, je le rappelle, donc il y a Les Sermons de Marcel Pagnol qui va ressortir, donc un livre, le 12 novembre. Et puis, il y a aussi diverses pièces de théâtre. Ça s'adresse plutôt à ceux qui sont en région parisienne, mais donc La Prière aux étoiles à Versailles, du 5 au 9 novembre. Et puis, je me perds dans mes papiers. Variation d'amour. Voilà, merci. Variation d'amour à l'espace Bernanos. Et cette fois, c'est du 13 au 15 novembre. Et ensuite, il y aura donc vous pouvez toujours retrouver toutes les bandes dessinées magnifiques qui ont été éditées ces dernières années. Et puis toute l'œuvre de Marcel Pagnol, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt.